parentale. Mais d'être seule fragilise, et donc beaucoup de femmes seules se trouvent dans des situations de précarité, et souvent c'est des femmes un petit peu plus âgées avec des ados, voilà, qui sont seules avec des ados, et là aussi peu de travail et souvent des conditions de logement très difficiles. Et le troisième groupe qu'on peut identifier, c'est des couples avec familles très nombreuses, tissu familial assez resserré, mais disons des difficultés plus monétaires que humaines ou relationnelles. Il faut une précarité de fait, mais c'est souvent des familles qui ont voilà, un vécu qui est peut-être un petit peu moins précaire que les autres familles. Voilà. Donc, je pense que ce qui est important à garder à l'esprit, c'est que la précarité, ce n'est pas uniquement une question monétaire, ou de logement, ou de difficultés matérielles, c'est aussi quelque chose qui va imprimer plein de choses, faire changer la vie familiale et les relations entre les personnes et ce que chacun vit. Dans ces questions de précarité familiale, une des choses qui nous questionne dans les chiffres qu'on a au Secours catholique, c'est de voir que justement la pauvreté féminine augmente. On s'est penché un petit peu en 2009 sur cette question-là, en se disant il y a à peu près 60% des familles qui viennent nous voir qui sont en situation de monoparentalité. D'abord, quelles sont ces familles? On s'est rendu compte que pour la plupart c'était des femmes, et du coup on a eu le souhait de creuser un petit peu plus cette question et de se dire au fond comment se fait-il que la précarité des femmes augmente? Parce qu'on n'est pas les seuls à le dire, c'est un constat qui a été fait aussi dans les chiffres nationaux, et on a pu observer que la pauvreté des femmes augmente aussi. Alors, au fil de notre recherche, on s'est rendu compte qu'il y avait des profils un petit peu différents. On a vu un chiffre qui n'est pas encore très grand sur toutes les femmes qui viennent nous voir. On a un chiffre qui n'est pas énorme, c'est 6%, qui sont des très jeunes femmes, qui ont moins de 25 ans, et qui sont en situation précaire, très très souvent en rupture familiale, parfois avec des enfants, mais qui vivent chez des amis, qui n'ont pas forcément de travail. Alors 6%, c'est pas beaucoup, mais c'est en augmentation. Donc on observe ce phénomène de voir que des très jeunes femmes et des très jeunes gens sont dans des situations de rupture et donc se trouvent dans des situations de précarité. Et quand ces jeunes femmes ou ces jeunes ont des enfants, donc ça fait des familles, les familles dont je parlais tout à l'heure, qui sont des familles très jeunes, mais très précaires, puisque avant 25 ans, les possibilités d'aide, elles sont, puisque le RSA commence à 25 ans, avant 25 ans, il y a quand même beaucoup moins de possibilités d'être aidé qu'après. Il y a un autre groupe qu'on a observé, donc c'est des très jeunes mères. On a des très jeunes femmes qui ont des enfants. On sait quelles difficultés ça peut engendrer. Il y a des lieux où il y a des taux parfois même de jeunes ados enceintes qui ont des enfants. C'est des situations extrêmement difficiles à appréhender. Il y a quelques lieux qui s'en soucient, mais ça reste une grande difficulté. Pour une part, l'arrivée de l'enfant apporte des choses aussi. Parce que socialement, si vous êtes mère avec un enfant, vous allez un petit peu plus vite avoir éventuellement droit à un logement. Vous allez avoir certaines aides possibles pour l'enfant. Donc il y a malgré tout, entre les jeunes femmes en rupture et les jeunes mères, il y a en tout cas un dispositif social un tout petit peu plus ouvert et qui ouvre des possibilités un petit peu plus grandes. Une des grandes difficultés, c'est que d'être mère aussi jeune, très souvent ça veut dire une difficulté à avoir un emploi, parce qu'il y a des difficultés
difficultés de mode de garde. Et c'est très souvent des jeunes femmes qui, du coup, n'ont même pas été jusqu'à la possibilité de réellement se former. Donc, c'est des jeunes femmes qui se trouvent souvent avec un bagage scolaire ou de formation qui est d'un niveau assez bas et qui ne va pas forcément, une fois qu'elles ont des enfants, leur permettre de trouver une voie un petit peu plus... une voie vers l'emploi. Voilà. Et du coup, sans emploi, pas de ressources. Et donc, c'est souvent des situations de grande précarité. Ça fait quand même 27% des jeunes femmes, des mères qui viennent nous voir. Après, il y a forcément dans les femmes qui viennent nous voir, des femmes en couple, avec enfants, je vous rassure, il n'y a pas que des familles monoparentales. Donc là, c'est un petit peu différent. La pauvreté, elle est plus familiale et ce n'est pas que les femmes qui sont en cause dans ces cas-là. Et on retrouve un petit peu les difficultés. Une des difficultés financières dont je n'ai pas parlé et que je voudrais ajouter ici, c'est que dans les questions financières, quand vous manquez, quand votre budget ne vous permet pas de tout boucler, quand au bout une fois que vous avez payé votre loyer, l'EDF et le téléphone, il vous reste 100, 150, au mieux 200 € par mois pour manger, pour se soigner, j'ose même pas dire le reste. Parce que je ne vois pas... Et éventuellement faire face à des imprévus, parce que vous pouvez avoir un souci avec votre voiture, vous pouvez avoir un petit souci de santé, vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, besoin de remplacer quelque chose dans la maison, dans votre habitation, et tout ça devient une question. Donc très souvent, pour arriver même parfois à payer le loyer jusqu'au bout de l'année, il y a des petits emprunts qui sont faits pour arriver à boucler l'année. Les petits emprunts, ils rajoutent une charge. Voilà. Parce que souvent dans l'esprit des gens, quand on parle endettement ou surendettement de famille en précarité, on pense achat, à crédit. Et non, la quasi-totalité des endettements des familles que nous rencontrons, c'est des endettements pour arriver à boucler l'année. Quand le budget ne le permet pas, mais voilà. Donc on est aussi dans une forme d'engrenage financier là, mais c'est quelque chose dont il faut prendre en compte et qui est aussi le cas des précarités des familles dont je parlais. La troisième et quatrième catégorie de femmes sont plus des femmes seules, plus âgées, soit avec des grands ados, soit parfois avec des grands ados, soit seules. On voit augmenter la précarité des personnes à la retraite. Quand on n'a pas travaillé, ou peu, de toute sa vie, ou qu'on a eu un très petit salaire, je ne vais pas de dessin, la retraite est à la mesure de ce qu'on a gagné. Donc on trouve de plus en plus de personnes en grande difficulté à l'âge de la retraite, n'ayant pas les moyens, voilà, de continuer à vivre décemment, et ça fait partie des personnes que nous aidons de plus en plus. Voilà. Voilà, c'est aussi la catégorie des femmes sans enfants, et des femmes sans enfants qui vivent seules, plus jeunes, mais la majorité, donc, ce sont ces femmes à la retraite qui ont plus de 50 ans et qui se retrouvent très seules, très isolées. Et voilà. Et la dernière catégorie sont les femmes plus de nationalité étrangère. Quand les femmes de nationalité étrangère se retrouvent en situation de rupture ou de fragilité, c'est vrai que s'il y a des problèmes de langue, d'incapacité à avoir un éventuel travail, voilà, il y a là aussi des grandes pauvretés. Alors, si on a cette attention particulière vis-à-vis des femmes, c'est aussi que très souvent, si on parle précarité familiale, je suis désolée messieurs, c'est quand même encore beaucoup les femmes qui font tourner les familles et qui ont le souci des enfants, et nous on le voit aussi, que celles qui viennent souvent nous voir, c'est les femmes, comme principalement quand elles ont des enfants, en étant vraiment prêtes à tout
il y a beaucoup pour améliorer la situation, défendre leurs enfants, permettre que leur vie soit meilleure. Et donc, au niveau d'une réalité familiale, les femmes restent très présentes et restent souvent, que ce soit famille monoparentale ou pas, restent le pilier de la famille. Alors, vous me direz, et les enfants au milieu de tout ça? Alors, c'est vrai, hein, j'ai conscience de ne pas vous dire des choses très drôles. Mais en même temps, c'est la réalité qu'on côtoie et c'est important de la connaître. Par rapport aux enfants dans ces familles, je trouve que c'est difficile de dire il y a tel impact. Je vais en donner, il y en a. Mon souhait, c'est de ne pas enfermer les enfants là-dedans, parce que forcément, par rapport à toute une situation familiale de précarité, un enfant va réagir d'une façon, un autre va réagir d'une autre façon. Il n'y a pas d'itinéraire type, je dirais. Mais il y a quand même des constats possibles. Et quand on a fait cette enquête auprès des familles pour mieux connaître leur précarité, donc comme je vous ai décrit les 3 sortes de familles, on a interrogé 1000 parents et 600 enfants. Des enfants au-dessus de 6 ans. Et on les a interrogés sur comment ils voyaient leur famille, qu'est-ce qu'ils vivaient chez eux, quels étaient leurs... il y avait des souhaits de connaître un petit peu ce qu'ils ressentaient, leurs impressions, voilà, d'essayer d'être un peu plus proche de ce qu'ils vivaient. Et donc forcément, ces enfants qu'on a interrogés sont tous des enfants qui vivent dans la précarité, puisque je vous décrivais tout à l'heure le niveau de vie des familles qui viennent nous voir, voilà, ces enfants font partie de ces familles-là. Deux choses rendent la pauvreté plus ou moins discriminante pour les enfants. Il y a l'âge, parce qu'ils vont le ressentir de manière différente, où ils vont avoir des besoins différents. Un ado qui voudrait arriver à pouvoir être à l'école dans les mêmes conditions que ses condisciples, en ayant les mêmes choses, en ayant l'iPod, le téléphone, enfin, vous connaissez les ados d'aujourd'hui, va forcément ressentir de manière beaucoup plus forte les manques et tout ce qu'il n'a pas, ou tout ce qu'il ne peut pas avoir, que peut-être un petit de 3 ans qui n'a pas la même conscience. Donc l'âge va augmenter la perception des choses et va rendre les choses souvent encore plus difficiles. Voilà, les 6-11 ans qui sont en primaire, ils ressentent les choses peut-être un peu moins fortes. C'est dès qu'on arrive au collège et qu'on est plus grand que les choses prennent un impact un peu plus grand. On leur a demandé un petit peu comment ils se situaient, et c'est vrai que on leur demandait s'ils avaient l'impression de vivre très difficilement, de s'en sortir un petit peu, ou de s'en sortir bien ou pas bien. Voilà, on a senti que le regard des ados était souvent un peu plus dur sur ce qu'ils vivaient. Alors, ce qui ressort, c'est que l'autre fracture qui intervient, c'est la fracture, entre autres, ordinateur, internet, console de jeu. Ça, c'est un élément qui, pour les enfants, dans la comparaison avec les autres, est un élément qui les marque. Ça fait partie de l'univers aujourd'hui, et c'est un élément, entre autres, ordinateur, internet. Il ne faut pas négliger la fracture numérique. C'est une fracture